Septembre 2025, Paris s'embrase. Les sirènes, les canons à eau, la fumée. Ce chaos ne surgit pas du néant. Il révèle 80 ans d'un équilibre fondé sur le silence. Quand les cargaisons d'uranium du Niger cessent d'arriver, la France découvre la fragilité de sa stabilité énergétique. 65% de son électricité dépendait du nucléaire. 100 millions d'euros pour le Niger, des dizaines de milliards pour Paris. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, incarne cette rupture. Un continent décide enfin de dire non. La question demeure, que devient une puissance quand son énergie n'est plus la sienne? Cette histoire n'est pas une vengeance africaine, mais une équation économique devenue intenable. Nous suivrons comment le CFA franc et les contrats miniers ont formé un maillage invisible reliant Paris à 14 capitales africaines. Vous comprendrez pourquoi une décision énergétique peut ébranler une économie entière. En retraçant le trajet de la richesse, de Niamey à Paris, nous montrerons comment un modèle présenté comme coopération s'est mué en dépendance. Le bénéfice pour le spectateur, décoder les mécanismes réels du pouvoir monétaire et énergétique. Sans slogan, nous analyserons les signaux chiffrés, les bascules politiques et les réactions de marché, afin d'évaluer les marges de manœuvre de chaque acteur. Une micro-accroche. Quand le même uranium éclaire l'Europe et laisse l'Afrique dans l'ombre, la morale change de camp. Nous verrons comment Ibrahim Traoré et ses pairs traduisent cette inégalité en agenda politique. Comprendre la chute d'un système, c'est anticiper les sommets de demain. Voici une première mini-révélation. La France n'a pas seulement perdu des contrats, elle a perdu l'architecture financière née en 1945. Et voici une seconde mini-révélation. Ce qui semblait une solidarité postcoloniale cachait un circuit fermé de liquidités. Après la guerre, Paris crée le CFA franc, une monnaie commune imposée à 14 pays africains. La moitié de leurs réserves est centralisée au Trésor français. Leurs taux de change et politiques de crédit sont calibrés depuis l'Europe. Cette formule, dite de stabilité, a soutenu pendant des décennies les emprunts français à bas coût. Mais la dépendance énergétique, fondée sur l'uranium du Niger, en était la clef. Environ 65% de l'électricité française provenait de ce minéral sahélien. En échange, Niamey percevait près de 100 millions d'euros par an, à peine 5% de son budget. Ce déséquilibre, longtemps admis, devient insoutenable quand la jeunesse connectée dévoile les écarts. Exportation sous-déclarée, contrats opaques, #viraux. Des voix émergent. Économistes africains, journalistes de terrain, figures comme Ibrahim Traoré, qui associent souveraineté monétaire et dignité économique. En 2019, les premières réformes surgissent. Bénin, Mali, Burkina Faso, Niger expulsent des troupes françaises et rapatrient leurs réserves. En 2023, le Niger ferme son approvisionnement en uranium. Conséquence immédiate. Inflation en Europe, perte d'Orano, tension sociale. Ce que le monde appelle une surprise, l'Afrique l'appelle justice. La première boucle de curiosité s'achève. Quand le système fondé sur l'obéissance perd la confiance, la gravité reprend ses droits. Pour mesurer les répercussions, suivons deux trajectoires. À Ouagadougou, une coopérative énergétique soutenue par le gouvernement d'Ibrahim Traoré réinvestit localement les revenus miniers. Panneaux solaires, micro-réseaux, emplois techniques. À Lyon, un ingénieur d'Orano voit ses horaires réduits. L'usine, dépendante du minerai nigérien, doit importer à prix fort depuis le Kazakhstan. Ce contraste illustre la relocalisation des équilibres. L'énergie quitte la marge pour devenir instrument politique. Sur les marchés, le cours de l'uranium bondit. Les coûts d'emprunt français augmentent. Les actions énergétiques vacillent. Dans le Sahel, la fierté populaire se mêle à la prudence. Sans infrastructure solide, l'autonomie reste fragile. Les jeunes entrepreneurs traduisent donc pourtant le moment en projet. Raffinage local, plateforme numérique, exportation régionale.
Les statistiques montrent déjà un glissement. Plus de 18% d'investissements intra-africains en 2024, selon la Banque africaine de développement. En France, le gouvernement resserre les budgets. L'opinion s'interroge. Pourquoi avoir fondé la prospérité sur des ressources lointaines? Le même phénomène touche les autres anciens pôles coloniaux. Le récit change. Ce n'est plus l'Afrique en crise, c'est l'Europe qui cherche l'équilibre. Tout commence en 2023, quand le Niger ferme officiellement ses exportations d'uranium vers la France. L'annonce, brève, fait vaciller des décennies de certitude. Les marchés européens s'affolent. Les prix de l'énergie s'envolent de 40%. Les usines françaises, dépendantes de l'électricité nucléaire, ralentissent. À Paris, les responsables économiques parlent de choc d'approvisionnement. Les manifestants réclament des comptes. Comment un pays du Sahel a-t-il pu déstabiliser la sixième économie mondiale? Cette réaction traduit l'ampleur du système qui s'effondre. Dans le Sahel, l'onde de choc prend la forme inverse. Confiance, coordination et volonté politique. Ibrahim Traoré convoque à Ouagadougou les représentants du Mali et du Niger. Ensemble, ils font l'Alliance du Sahel, un pacte d'indépendance monétaire et énergétique. Leur principe, plus aucun contrat ne sera signé sans transparence ni bénéfice local. Le communiqué commun parle de souveraineté économique non négociable. À Paris, cette phrase résonne comme une déclaration d'autonomie. Les événements s'enchaînent. En février 2024, le gouvernement français tente de renégocier avec Orano. Les discussions échouent. En avril, les premières coupures d'électricité frappent le nord de la France. En mai, le Premier ministre propose un plan d'austérité de 44 milliards d'euros. Le Parlement le rejette. Le gouvernement tombe. 5e chef de l'exécutif en 2 ans. Un record depuis 1958. Dans les rues, la colère dépasse les clivages. Syndicats, étudiants, retraités protestent contre un système qui a transféré les coûts sociaux d'un modèle dépassé. Les vitrines de Paris reflètent le paradoxe. Pendant que la capitale s'assombrit, les villes du Sahel s'illuminent. Les réseaux africains diffusent des images. Bamako et Ouagadougou, éclairés par des centrales solaires financées par leur propre budget. Les médias parlent d'inversion symbolique. Les observateurs notent que la France vit sa première récession énergétique. Les coûts d'emprunt dépassent ceux de la Grèce. La dette publique franchit 110% du pays. L'euro vacille brièvement. Les analystes du FMI reconnaissent que la dépendance à un fournisseur unique a été sous-estimée. Pourtant, dans le Sahel, la prudence domine. Ibrahim Traoré répète « La victoire n'est pas dans la rupture, mais dans la reconstruction ». Les gouvernements africains savent que leur crédibilité repose sur la stabilité intérieure. Des plans d'investissement sont lancés. Infrastructures minières locales, réseaux logistiques régionaux, partenariats avec la Chine, la Russie et le Brésil. Les scènes de 2025. Boucle la boucle. Paris, autrefois symbole de puissance, se retrouve dans la rue. Ouagadougou, jadis périphérique, devient centre de gravité. Cette redistribution ne s'explique pas par le hasard, mais par la logique. Quand un système repose sur l'extraction, il suffit d'un non collectif pour inverser la gravité. Ibrahim Traoré n'a pas renversé un empire par la guerre, mais par une équation. Souveraineté, énergie, plus monnaie, plus volonté. 3 chiffres suffisent à comprendre l'ampleur du renversement. Premier, 65% part du nucléaire dans la production électrique française. Quand le flux d'uranium nigérien s'interrompt, la facture explose, plus de 41% sur les prix industriels en 12 mois. Cette hausse se traduit par des fermetures d'usines, des licenciements massifs et une inflation record de 8,3% en 2024. Deuxième, 100 millions de revenus annuels du Niger avant la rupture. Ce montant représentait moins de 5% de son budget national. En face, la France engrangeait près de 74 milliards de dollars par an, via ses exportations d'électricité. Rapport 1 à 700. Le déséquilibre est factuel.
non idéologique. Ibrahim Traoré cite souvent cette disproportion dans ses discours. Un siècle d'injustice peut tenir dans un tableau Excel. Troisième. 500 milliards dollars. Estimation cumulée des capitaux africains drainés vers la France entre 1970 et 2008, selon les économistes francophones. Cette hémorragie de richesse explique la réaction collective. Quand le Burkina Faso, le Mali et le Niger décident de rapatrier leurs réserves, c'est plus qu'un geste symbolique, c'est une réforme systémique. Les analystes de la Banque mondiale confirment. La fermeture du corridor CFA a redirigé 18 milliards vers les économies locales en 2024. Les projets d'énergie solaire, d'agro-industrie et de fintech se multiplient. Les flux sud-sud augmentent de 22%. En parallèle, la France voit son déficit commercial énergétique tripler, atteignant 65 milliards d'euros. Les graphiques montrent une corrélation nette. Quand les exportations africaines cessent, les obligations françaises perdent de la valeur. Les investisseurs étrangers exigent des taux plus élevés. La note de crédit national recule. Chaque nombre traduit une bascule. D'un côté, la dépendance. De l'autre, la diversification. Derrière les statistiques, une réalité humaine. Des villages africains électrifiés pour la première fois. Des PE françaises cherchant des fournisseurs alternatifs. Ibrahim Traoré le résume sans emphase. Notre cause n'est pas la pauvreté, c'est la transparence. Cette phrase, reprise par la presse internationale, devient la charnière du débat mondial. Le mouvement n'est plus seulement politique. Il est économique, mesurable, traçable. La leçon chiffrée, ce que la France avait présenté comme un modèle de stabilité, s'avérait un pari sur l'ignorance du partenaire. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Les partisans de Paris avancent un argument. Sans l'appui français, plusieurs économies sahéliennes auraient sombré. Le CFA, disent-ils, a permis la stabilité monétaire et la maîtrise de l'inflation. De l'autre côté, les souverainistes rétorquent que cette stabilité avait un prix, l'absence d'autonomie. Pour juger objectivement, il faut comparer les trajectoires. Entre 2000 et 2020, la croissance moyenne des pays hors zone CFA a été similaire, parfois supérieure. La stabilité n'a pas créé la prospérité, elle a figé les rapports. Ibrahim Traoré refuse la caricature. Nous ne rejetons pas la coopération, mais la hiérarchie. Cette posture nuance le débat. Le mouvement du Sahel n'est pas isolationniste, il cherche une redéfinition des règles. En France, certains économistes reconnaissent la légitimité de cette demande. D'autres y voient un risque de fragmentation. L'équilibre se trouve peut-être dans une intégration repensée, non dans la rupture. La logique du Stillman. Admettre la valeur de l'argument adverse avant d'y répondre. Oui, la France a offert infrastructure et stabilité. Non, cela ne justifie pas la symétrie. Les chiffres et les faits convergent. Quand un partenaire conserve la moitié des réserves d'un autre, la relation n'est pas équitable. La coopération véritable commence quand le contrôle s'efface. Voici un point médian. Ibrahim Traoré avait prévenu. Cette phrase ouvre la seconde moitié. En 2025, la réalité qu'il annonçait se matérialise. La France vit ce que l'Afrique a enduré. Les hausses de prix, les coupures, la perte de confiance. Dans les rues de Paris, les slogans « justice énergétique » remplacent les drapeaux. Le choc psychologique dépasse l'économie. Pour la première fois, un ancien empire découvre la dépendance. Pendant ce temps, les pays du Sahel affichent une relative stabilité. Les nouvelles alliances, BRICS, corridors africains, leur offrent des options inédites. Le renversement n'est pas seulement matériel, c'est symbolique. Celui qui, jadis, fixait les règles, apprend à s'adapter. Les effets concrets se lisent dans 4 sphères. Nation, entreprise, citoyens, région. Au niveau étatique, la France affronte une récession technique. 1,2% de PIB sur 2 trimestres. Le déficit énergétique dépasse 65 milliards d'euros. Les agences abaissent la note souveraine. Les taux d'intérêt doublent. L'euro,
jadis pilier de stabilité, vacille brièvement sur les marchés. Dans les cercles politiques, on parle de moment, oh, c'est pas de moment 513. Au niveau des entreprises, Orano annonce 133 millions d'euros de pertes. EDF réduit ses exportations de 28%. Les PME sous-traitantes ferment. La sidérurgie tourne à 70% de capacité. Les plans sociaux s'enchaînent. À Lyon, Nantes, Lille, la question énergétique devient existentielle. Au niveau citoyen, les factures d'électricité bondissent de 30%. Les classes prises moyennes se contractent. Les manifestations, d'abord économiques, deviennent identitaires. Pourquoi avons-nous bâti notre prospérité sur l'exploitation ? Demande un manifestant filmé place de la République. Cette interrogation résonne dans tout le pays. Au niveau régional, au Sahel, le climat est inverse. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali créent un fonds commun d'investissement de 3 milliards de dollars destiné aux infrastructures énergétiques et agricoles. Ibrahim Traoré insiste sur la transparence. Chaque contrat publié, chaque budget audité. Les premiers résultats apparaissent. Plus 9% d'emplois industriels au Burkina, plus 6% d'accès à l'électricité rurale. Ce déplacement du centre de gravité a des effets géopolitiques. La Russie fournit des technologies de réacteurs modulaires, la Chine finance des routes et des barrages. L'Inde investit dans la transformation agroalimentaire. L'Afrique ne quémande plus, elle choisit. Pour la France, la perte n'est pas seulement économique, c'est psychologique. Les élites découvrent qu'un modèle né de la colonisation n'est plus exportable. Les manuels d'économie devront réécrire la définition de partenariat. Ibrahim Traoré, interrogé par un média international, conclut « Nous n'avons pas détruit un système, nous avons cessé de l'alimenter ». Cette phrase devient la synthèse. La fin d'une dépendance est rarement un drame, c'est une mue. Voici un scénario de base. La France stabilise son approvisionnement via le Kazakhstan et le Canada. Les prix restent élevés, mais prévisibles. La croissance reprend timidement. Les réformes budgétaires s'imposent. Réduction des subventions, hausse des taxes vertes. L'opinion s'adapte, sans enthousiasme. Et voici un scénario optimiste. L'Europe accélère la transition vers le renouvelable. Les partenariats africains deviennent égalitaires. Achats directs, transferts de technologies, co-investissement. Ibrahim Traoré signe alors plusieurs accords équilibrés. Extraction partagée, formation locale, co-gouvernance des revenus. La dépendance énergétique se transforme en interdépendance raisonnée. Enfin, voici un scénario pessimiste. Les tensions persistent. Paris refuse d'admettre la perte d'influence, réactive d'anciennes habitudes diplomatiques. L'Afrique, exaspérée, ferme davantage ses marchés. Les blocs se polarisent. D'un côté, les anciennes puissances, de l'autre, les alliances sud-sud. Les prix mondiaux s'envolent. La récession devient globale. Quel que soit le scénario, une certitude demeure. La relation ne reviendra pas en arrière. Le modèle extractif a atteint son plafond historique. Les nations africaines ont compris la valeur de leurs matières premières, et la France a compris le coût de son déni. La recommandation: pensez l'avenir non en termes de domination, mais de résilience partagée. Si la France reconnaît la souveraineté africaine comme une donnée structurelle, elle préservera sa place. Si elle résiste, elle s'effacera. Les 12 prochains mois décideront du visage du partenariat euro-africain. Derrière les chiffres, des vies se réinventent. À Bobo Dioulass, une ingénieure de 26 ans, formée grâce à un programme de bourse, dirige aujourd'hui une petite centrale solaire. « Je n'ai pas fui, j'ai construit », dit-elle. En France, un ancien technicien du nucléaire, reconverti dans la maintenance d'éoliennes, résume « On a changé d'époque ». Ces trajectoires parallèles montrent qu'une rupture macroéconomique peut devenir une transition humaine. Les échanges d'étudiants, les projets culturels et les médias indépendants renforcent la compréhension mutuelle. Ibrahim Traoré insiste sur cette dimension. Notre indépendance ne vaut que si elle crée des ponts. Les ONG confirment. Depuis 2024, la coopération directe Sud-Sud augmente.
Les envois de la diaspora financent des startups locales. En Europe, la jeunesse découvre un récit où l'Afrique n'est plus périphérique. La fracture sémantique s'estompe. On parle moins d'aide, plus de co-développement. Et dans ce changement de vocabulaire se loge une révolution silencieuse, celle des mentalités. La résolution passe par des étapes concrètes. Concernant la transparence, il s'agit de publier les contrats miniers, auditer les flux, établir une traçabilité commune. Concernant la diversification, il s'agit de réduire la dépendance à l'uranium, investir dans le solaire et l'hydrogène. Concernant l'éducation, il s'agit de former des ingénieurs africains et européens sur des campus mixtes. Concernant le partage de gouvernance, il s'agit de créer des comités bilatéraux de gestion énergétique. Concernant la mesure, il s'agit de suivre les indicateurs sociaux, non seulement financiers. Ces 5 axes traduisent de la feuille de route d'un partenariat équitable. Ibrahim Traoré y revient souvent. L'indépendance n'est durable que si elle améliore la vie ordinaire. Dans les chancelleries, le ton change. On parle de co-souveraineté, non de tutelle. Les entreprises comprennent que la stabilité vaut mieux que la rente. Si ces mesures se consolident, la fracture historique entre Paris et le Sahel deviendra laboratoire d'un nouveau modèle mondial. Sobre, juste, réciproque. La caméra revient sur Ouagadougou, la même place où Ibrahim Traoré avait annoncé la fin du franc CFA, abrite désormais un centre de formation énergétique. Des enfants jouent entre les panneaux solaires. La lumière qu'ils utilisent vient de leur propre sol. Ce plan final fait écho au premier. Quand Paris s'éteint, le Sahel s'illumine. Non pour se venger, mais pour exister. Une phrase résume l'ère nouvelle. Le pouvoir n'est plus celui qui possède, mais celui qui produit. La boucle se referme, sans triomphalisme. Le monde regarde cette inversion silencieuse. Les cartes énergétiques, monnaie et morale se redessinent. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'une maturité partagée. L'Afrique ne cherche pas à dominer, la France ne doit pas s'effacer. Toutes deux doivent apprendre à coopérer d'égal à égal. Pour vous qui regardez, la question demeure. Quel système alimente votre propre confort ? Participer à cette conversation, c'est déjà choisir.